Nous nous retrouvons comme prévu avec Didier Van Covelart, même si, excusez-nous, nous avons quelques minutes de retard. L'inconnu du 17 mars qui est paru aux éditions Albin Michel. Didier Van Covelart, vous êtes avec nous en présentiel ici au Festival du Livre de Marseille. Vous êtes l'un des rares à avoir bravé, j'allais dire. Je suis un peu en retard, mais présent. Mais vous êtes là. Voilà, vous êtes là pour soutenir le festival, pour soutenir la littérature, les libraires et la ville de Marseille. Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi avant de vous décider à prendre le billet de TGV, Didier? Non, c'était spontané. Et puis, en plus, outre le plaisir d'être là et puis d'être à Marseille, qui est quand même une ville chère à mon cœur sur un plan littéraire, sur un plan médical, sur un plan, je trouve que Marseille est devenu quand même un centre névralgique aujourd'hui. Et puis, il y a une si bonne énergie. Voilà. Et puis, il y a aussi ce livre auquel j'ai participé, ces 40 écrivains qui ont écrit une nouvelle sur le confinement au profit du très beau projet Hope Project de la Timone, du service pédiatrie. Et hier, on a remis le chèque, donc le premier chèque, puisque tout le monde avait donné ses droits, l'éditeur aussi. Et voilà, c'est des moments où il est important d'être présent pour dire merci, pour dire non seulement on est avec vous, on vous soutient, mais on est heureux de participer à notre manière à nous, par notre imaginaire, par notre... Et voilà, vous avez vous aussi écrit une nouvelle dans ce recueil. Et dans ces moments de solitude, évidemment, enfermé du confinement, l'écrivain est un privilégié parce qu'il connaît le confinement par essence. C'est son quotidien. Voilà, sauf que là, il est obligé, donc on le vit plus ou moins bien. En revanche, pouvoir travailler, être dans une œuvre collective à ce moment-là de littérature, c'était un très beau projet, aussi bien littérairement, humainement que sur le plan humanitaire. Et moi, j'ajouterais qu'avec Marseille, il y a quand même un aller simple, le prix Goncourt. Le héros était à Marseille. Tout ça fait que quelque part, allez, on vous adoue, vous êtes un peu Marseillais, évidemment. Je en tout suis, cas, pour nous, vous l'êtes. Ma nature de Marseillais adoptif me touche beaucoup. Alors, ce titre, L'inconnu du 17 mars, eh bien, ça résonne en nous. C'est une date qui résonne comme un chamboulement, un grand bouleversement. C'était la date du premier confinement. Vous en faites le point de départ d'une fable, je pense qu'on peut dire ça, d'un conte dont le personnage principal est un SDF. Comment est née l'idée de ce roman, Didier Van Covelart? Dès le confinement? Oui, elle est vraiment née dès qu'il y a eu l'annonce de ce confinement. Donc, et c'est 2 jours avant où, en sortant, en respirant justement les dernières heures de liberté d'aller et venir, j'ai croisé le regard d'un sans-abri qui tout à coup était considéré comme une sorte de privilégié paradoxal par les gens qui se hâtaient d'aller se terrer chez eux avec leur stock de pâtes et de papier de toilette, parce que lui, apparemment, rien n'allait changer pour lui. Il avait le droit, apparemment, de rester à l'air libre. C'était une sorte de droit du sol, quoi. Et il y avait un très beau soleil à Paris à ce moment-là. Et il s'est installé en mode bronzette. Et il regardait les gens, justement, pour qui tout allait changer, qui perdaient leur repère. Et en les regardant passer, il leur disait « bon courage », comme ça, avec un mélange d'ironie et de vraie compassion. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est mon personnage. Ça va me donner le décalage nécessaire pour parler de ce moment-là. Et puis, très vite, donc j'avais mon narrateur, parce que moi, j'ai besoin toujours qu'il y ait ce décalage de l'humour, de l'ironie, de l'empathie du personnage qui, en même temps, va pouvoir prendre sa véritable mesure grâce à une situation, parce que déjà, lui ne la vit pas comme les autres, et surtout, au moment où tout se referme pour les gens, lui, sa vie va se rouvrir. Et il va se rouvrir au monde, et il va surtout... il va lui arriver la plus belle aventure de sa vie, c'est-à-dire que pour échapper quand même à la brigade de surveillance thermique qui vient contrôler la température avec l'espèce de perceuse, un thermomètre frontal sur les sans-abri, et de manière à escamoter les plus de 37,5. Et lui, quand même, se sent un petit peu fébrile, il est un peu inquiet, donc il traverse la rue d'un air de jogger distrait pour aller un peu trop public. Distrait. Ouais, et là, il est renversé par une voiture. Et quand il revient à lui, la personne qui conduit cette voiture, qui n'est pas, comme il le croyait, une ambulance ou une voiture du SAMU en maraude, non, c'est une femme qui ressemble trait pour trait à celle qui était l'amour de sa vie 22 ans plus tôt. Sa plus belle histoire d'amour. Sa première histoire d'amour. Et il était le fils du gardien d'une très belle propriété. Elle faisait le ménage. C'est la fille de la boulangerie. Il y a une passion torride entre ces deux ados. Un drame a arrêté ça. Ils se sont perdus de vue. Et là apparemment... elle l'avait suivi, elle l'avait pisté, elle savait qu'il vivait dans la rue. Et là, elle lui dit, bon, on va se confiner ensemble. Et elle le ramène à l'endroit où ils se sont connus, qui est devenu une ruine. Et là, évidemment,
commence une histoire qui n'est pas vraiment celle qu'on pourrait croire à partir de ce pitch. Mais qu'on va laisser découvrir quand même. Voilà. Il faut la découvrir. Mais je voulais vraiment donner, par rapport à cette période, des anticorps à mes lecteurs. C'est gagné. Mais surtout, ce que j'aime avec vous, Didier Van Covert, et c'est encore le cas avec ce livre, c'est que vous partez encore une fois, alors que tout s'effondre, d'une histoire de reconstruction. C'est vraiment, j'allais dire, alors qu'on croit que quelqu'un va être naufragé, et ben non, c'est le contraire. Tout d'un coup, la route s'ouvre, c'est un destin plein d'avenir. C'est comme ça que vous faites renaître l'optimisme dans le cœur de vos lecteurs. Oui, et puis déjà, moi j'en avais besoin. Je veux dire, pour traverser, il n'était pas question que je passe cette période de confinement à ne rien faire. Je sais, et ça m'a étonné et peiné aussi que beaucoup de mes consoeurs et confrères ont été un peu tétanisés. On dit qu'ils n'ont pas pu écrire pendant cette période, a fortiori sur cette période. Il y a eu quelque chose de... Et or, moi, j'aurais pas pu ne pas écrire, c'est-à-dire reprendre le pouvoir avec mes armes à moi, qui sont les mots, l'imaginaire, la reconstruction de la réalité. Et puis c'est vrai que comment un personnage peut se reconstruire ? C'est pas tout seul, c'est très dur de se reconstruire juste pour soi. En revanche, si quelqu'un vient vous rechercher et vous demande l'impossible, c'est ce qui va lui arriver avec cette femme qui lui demande l'impossible, qui lui dit peut-être l'avenir de l'humanité réside entre ses mains. Et là, elle lui met un challenge, un sorte de fou entre les mains qu'il va relever par amour pour elle, par une renaissance de l'estime de soi qu'il avait quand même un petit peu perdu dans sa dégringolade sociale. C'est un ancien prof qui, suite à une injustice terrible, avait démissionné, avait connu la dégringolade sociale, divorce, etc., qui finit par amener les gens dans la rue, où il se recrée une bulle, comme avant. Lui, sa bulle, c'est les livres. Il affronte le confinement, il est en train de relire les Mémoires d'outre-tombe. C'est pas innocent comme armure. Mais cet homme, oui, bien sûr, avait perdu... Pour rester lui-même, il avait renoncé à tout. Absolument. Ce qui me touche beaucoup, réaction il y a beaucoup de gens dans la rue aujourd'hui, de plus en plus malheureusement, où c'est j'irai pas jusqu'à dire un choix, mais c'était à un moment donné un refus d'autres concessions, de faire semblant, et une dignité, une réaction. C'est pas toujours une faiblesse comme on pourrait le croire, bien au contraire. C'est une réaction de dignité. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, faites l'expérience de vous proposer qu'est-ce qu'on peut... Vous avez besoin de quelque chose. Et une manière dont certains refusent même l'aumône. Qui est... Et là, pardon, excusez-moi, ça m'est arrivé, ça. Et je trouve ça formidable. Apporter quelque chose à manger, apporter même un livre, c'est comme ça m'arrive aussi. Mais ça, généralement, ça leur fait très plaisir. Voilà, parce que on n'est pas dans une situation de dépendance ou d'aumône ou tout ça. On est justement ou apporter une doudoune, apporter quelque chose, une écharpe, quoi. C'est votre acte de résistance, Didier Van Covert. Oui, bien sûr. C'est comme ça que vous avez prouvé qu'on pouvait rester et que vous avez décidé de rester avec vos armes, c'est-à-dire avec la littérature. Oui, et puis tout à coup, c'est vrai que quand les gens me disent... et alors, c'était frappant parce que le livre a été commencé la veille du confinement, terminé avant le déconfinement. Je raconte un déconfinement que j'ai... Inventé, presque. Inventé après, mais qui était assez ressemblant, oui, j'allais dire, vous n'êtes pas beaucoup trompé. Et puis le livre est sorti, et puis il y a eu un autre confinement, ce qui n'était quand même pas du tout prévu. Et là, quand les gens m'ont dit, ça nous a aidé ce livre, parce que là, tout à coup, on est comme réconcilié avec ça, parce qu'il peut se produire, ça peut être un déclencheur. Dans toute cette période que nous vivons depuis un certain nombre de mois, il y a eu le pire et il y a eu le meilleur. Il y a eu la solidarité merveilleuse, l'entraide, l'admiration pour des tas de gens qu'on ne regardait plus, comme les soignants. Et puis il y a eu le pire, la délation, les espèces de crispation des rapports, d'hystérie générale, enfin, tout ce que la peur, qui est quand même le plus dangereux des virus, tout ce que la peur peut créer chez l'être humain. Donc oui, il y a ça, c'est présent dans le livre aussi. C'est le décor, mais ça n'est que le décor, parce que si on laisse le décor et la situation devenir le principal personnage, c'est foutu. Si on laisse les individus à l'intérieur reprendre le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'humour, de l'entraide, de la provocation, de la révolte, là, ouais, c'est gagné. Et cette période aura fait avancer les mentalités. Et parce que sinon... c'est désespérant si on n'arrive pas à sortir le meilleur de tout cela. En tout cas, en sortir du positif. De toute façon, Didier Van Covert, c'est une comédie romantique. Moi, j'avais quand même aussi envie de le voir comme une comédie romantique avec des personnages féminins, comme toujours, extraordinaires. Audrey, Amandine, la mère de votre héros aussi. Elles sont plus puissantes que les hommes. C'est ce que vous voulez. Toujours.
Puissant pas au sens du rapport de force. Non. Mais voilà, et ça, j'écris aussi avec ma nature, mes expériences, mon regard et mon admiration pour les femmes, qui est pas une posture, qui est pas je sais simplement que les femmes sont, de manière générale, plus courageuses, plus efficaces dans quand elles parient sur quelqu'un, notamment, que ce soit sur un homme ou sur une femme ou sur quelqu'un d'autre, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est lié, oui, sans doute à l'instinct maternel, mais il y a une manière d'investir et de se réaliser sans se fuir soi-même, hein, parce que ce que les femmes réussissent beaucoup mieux que les hommes, c'est de faire plusieurs choses en même temps, quoi. C'est à la fois se consacrer à des enfants, à son métier, à une carrière électorale ou tout ça. Franchement, les mecs, à un moment donné, ils sont obligés, ils sont plus binaires. De dire je dois tout donner, puis je sacrifie le reste, ou alors je délègue. Mais voilà, et c'est vrai que ce qu'une femme peut faire, non seulement par amour, par amitié, mais aussi par exigence, par demander l'impossible à un homme qui s'est laissé un peu sombrer, qui a perdu ses repères, son espoir. Oui, et puis là, j'ai abordé, alors quelque chose que je n'avais pas encore abordé. C'est vrai que Lucas, mon héros, avait été tellement marqué par cette jeune fille, cette passion adolescente, qu'il a ce qu'il faut éviter de faire dans la vie, c'est qu'il est tombé amoureux d'une femme uniquement pour une question de ressemblance. Ouais, ça, c'est dangereux, en salle des profs avec une collègue. Et ce qui fait qu'évidemment, il l'a enfermée dans cette ressemblance-là, en refusant de voir sa singularité et en se détachant d'elle quand elle cessait de ressembler au modèle. Et là, on a le point de vue à un moment donné, sans dévoiler tous les rouages du livre, de sa femme et de la manière dont elle a dû gérer cette situation tout à fait consciente dont de elle cela, n'était pas dupe, contrairement à ce qu'il croyait. Exactement, parce que, c'est ça qui est formidable. Les hommes géants disent... Il n'y a qu'une femme qui peut supporter ça. Voilà. Un homme n'aurait jamais pu supporter ça. Et puis, en plus, en tirer un bénéfice, c'est-à-dire au-delà de ce qui peut être une jalousie ou un reproche de se sentir légitime, de se sentir un peu nié sous une simple ressemblance, sous la résurgence d'une inconnue. Et là, ça a développé chez elle quelque chose qui l'a emmenée ailleurs, plus loin en même temps, avec même une sorte de jubilation, voire même une sorte de fantasme, mais généreux. Elle était comme à l'extérieur, elle observait. Voilà. Et ça, c'est vrai que pour un homme, pour un romancier homme, c'est très intéressant d'observer des rapports comme ça entre femmes qui ne sont pas les rapports caricaturaux, archétypaux de la maîtresse, la légitime, le modèle, l'image. Non, c'est... Ce qui m'intéresse, c'est tout ce que derrière les solitudes et les drames intérieurs, tout ce qu'il peut y avoir de pépites qui ne demandent qu'à remonter à la surface. En fait, tout ce qui nous arrive parfois de pire ou de plus douloureux peut être un révélateur. Et j'y crois profondément, c'est ce que je transmets depuis des années. C'est ce que vous dites dans vos livres, mais c'est la façon dont vous le dites qui fait plaisir, que vous alliez voir au-delà des apparences toujours, et c'est ça qui est très fort. Dans ce livre, vous délivrez... Bon, c'est un livre qui se lit très facilement, c'est une comédie romantique, mais il y a des données scientifiques et médicales très justes. Vous êtes allé, comme d'habitude, compiler des études pour vraiment vous demander à vos lecteurs de faire fonctionner leur sens critique, de prendre leur vie en main. Bref, vous ne nous prenez pas pour des imbéciles. Non, et c'est ça qui est j'ai des copains médecins et scientifiques dont je me sens très proche parce que, en fait, on fait le même travail. Un vrai médecin, avant tout, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a cet instinct de l'autre, qui arrive à déceler pourquoi il est malade. Et ce qui est encore plus important que de savoir comment le soigner, parce que si on ne soigne que la conséquence, on sait très bien que ça va recommencer. Donc voilà, autrefois, un médecin devait faire ses humanités, comme on disait. C'était uniquement le français, la psychologie, la philosophie, tout ça qui créait justement la base de ce contact, de ce rapport patient-médecin, et non pas des maths, de la chimie, voire du commercial. Et là, je suis épaté de voir combien il y a de médecins et de jeunes médecins qui, malgré ce contexte quand même très dur aujourd'hui, la tentation dès le début d'aliéner sa liberté à des laboratoires pharmaceutiques qui vont financer votre carrière. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et de voir que cette résistance là aussi est tellement pratiquée par tant de médecins qui sont un peu des héros. Je veux dire, le généraliste d'aujourd'hui, le médecin de ville, comme on dit. C'est lui le héros.
Ah ouais, Bah ah ouais, ouais. je suis Et d'accord. là, et on a vu, et quand tout à coup on a voulu les empêcher de faire leur métier, de prescrire, vous voyez Ils à sont quoi pas je laissés fais faire, hein. allusion, voilà. Parce qu'il faut rappeler toujours que le médecin est libre de prescrire ce qu'il veut hors autorisation de mise sur le marché. Et heureusement qu'il a Mais quand c'est déjà sur le marché, ce droit. Et là, en plus, voilà, c'est vrai que j'étais très très proche de tout ce qui s'est passé à Marseille autour de professeur Raoult, de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, voilà, parce que ça marche. J'ai des amis qui ont été sauvés immédiatement au premier stade de la maladie. Et là, tout à coup, sentir que ce médicament, parce qu'il n'était pas assez cher, qu'il était dans le domaine public et que ça n'intéressait personne, qu'il fallait faire place nette à de nouvelles molécules rapportant des fortunes et qui se sont révélées dangereuses et inefficaces. Voilà, moi je suis pas là pour dénoncer, je suis là pour montrer, et il y a ça dans le livre aussi, montrer dans la réalité les conséquences humaines bien sûr. de ce genre de Bien sûr. décisions prises en haut lieu, derrière des Regardez à l'échelle de ce qui tableaux se Excel. passe autour de nous et des gens. Ouais. Comme disait tout à l'heure, nous étions avec Alexandre Jardin, ce qui s'est passé autour de nous, avec les gens simples, les gens de tous les jours. Moi, j'ai appris pas mal de choses dans mon livre. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur le pouvoir du flair canin face au Covid. Ouais. Alors ça, c'est un fait établi, Didier Oui, Van bien sûr, Covelart. bien sûr. Comment vous l'avez découvert? Le meilleur des tests pour le Covid, comme pour d'autres choses, comme pour le cancer de la prostate, le cancer de la vessie notamment, c'est le chien, le flair du chien. C'est génial. 100% de réussite. On sait ce que sont les réussites des tests PCR avec les faux positifs et tout ça. On est à peu près à 10% de vérité dessus. Et puis... Et voilà, et le chien, alors comment je l'ai découvert? Une nouvelle extraordinaire dans le Parisien, en plein confinement. Un Eurostar est affrété pour un plombier de Melun et sa chienne. Et c'est une fondation anglaise qui les fait venir à Londres pour tester ce chien. Et ce chien, qui est un chien qui a été dressé pour flairer les fuites de gaz, ce qui fait gagner beaucoup de temps à son maître plombier. Et donc ce chien, il faut savoir que les chiens de médiation, qui ont eu une formation quelle qu'elle soit, chiens guides d'aveugles, les chiens aujourd'hui qui sont en prévention contre le diabète notamment, ils sentent très bien quand il y a l'insuline chute, donc ils interviennent tout de suite. Ça fait partie aussi, je suis parrain de la Fondation française de recherche sur l'épilepsie, les chiens détecteurs de crise d'épilepsie qui 20 minutes avant la crise, avant les premiers symptômes, alertent et alertent d'une manière dédiée. Et là, sur la Covid, le SARS-CoV-2, on a la molécule. Donc, on l'a fait renifler au chien. Et là, le chien la reconnaît. Et donc, le test qu'a suivi ce chien, puisque les Anglais, la Fondation anglaise avait su que ce chien avait... ils y ont cru, avait fait un test, ils ont voulu tester ça de manière à mettre sur le marché. Et les premiers qui a eu les premières en France, c'était en Corse. Ou en Corse, tout à coup, il n'y avait pas de test du tout, ça n'arrivait pas. Donc, et alors, on s'est servi, les associations de chiens se sont mobilisées et l'armée, qui évidemment utilise beaucoup de chiens, notamment les chiens détecteurs d'explosifs, pour qui tout ça, toujours se rappeler que pour le chien, c'est un jeu. Bien sûr. Parce qu'il est récompensé, on lui demande un truc, il reconnaît l'odeur et puis il est félicité. Donc il n'y a pas du tout, en plus, le chien est tellement heureux quand on reconnaît les services qu'il rend, quand on comprend le message qu'il fait passer aux humains, que là, et je ne comprends pas, j'ai milité avec mes associations et tout pour que ce soit plus utilisé du côté de l'armée, oui. Mais voilà. Après, ça coûte rien. Un chien, c'est pas. On sait très bien aujourd'hui. C'est pas dangereux. Posez-vous la question et sur les tests et sur les vaccins, etc., sur les médicaments nouveaux qu'on essaie de lancer. Tout ça est une question financière. Donc, il n'y a pas de marché pour les chiens. C'est ça qui est intéressant dans vos livres, c'est que bien sûr, on a une histoire. Vous nous racontez une histoire, vous nous faites rire comme très souvent, mais aussi vous éveillez notre curiosité et on a envie d'en savoir plus sur ces sujets-là. Et puis même, j'aime bien quand les gens disent « Oh tiens, il a une imagination, il a inventé ça. » Et aujourd'hui, il est simple de se renseigner quand on sait ce qu'on cherche sur les Internet, c'est le meilleur ou le pire. Mais voilà, vous allez sur Google, vous mettez chien détecteur de Covid et vous tombez sur l'histoire extraordinaire de ce plombier de Melun et de plein d'autres exemples. On dit un petit mot, parce que on n'a pas énormément de temps, mais je voudrais que vous disiez un petit mot de la thérapie par les sons, parce qu'elle est vraiment au cœur de votre livre. C'est la musique qui peut aussi offrir ce type d'effet, c'est extraordinaire. Alors, il faut savoir que tout est vibration. C'est pas notre corps, nos cellules vibrent à telle fréquence. Chaque organe en conditions normales de fonctionnement vibre sur telle fréquence. Et
il est possible aujourd'hui, par l'état d'appareil, de réaligner, de faire entendre la fréquence normale aux cellules qui se réalignent par biorésonance. Donc, à partir de ça, tout virus émet lui aussi sur une fréquence particulière qu'il suffit qui est assez facile à déceler, comme pour n'importe quelle cellule. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez empêcher. Il y a diverses. On va essayer de faire bref. Il y a diverses manières. Vous pouvez envoyer un contre-signal, une inversion de ce signal pour affaiblir ce virus, ou vous pouvez agir sur l'environnement électromagnétique qui va empêcher le développement du virus. Et là, il y a d'ailleurs, on peut trouver sur Internet, je pense que c'est Éducation Santé, si j'ai bonne mémoire, le site. Vous pouvez télécharger gratuitement cette musique qu'il faut écouter pas très souvent, sans casque surtout, parce que ça peut être trop fort. Bon, il n'y a pas d'effet secondaire, vous pouvez aussi n'écouter que de la musique qui vous fait du bien. Mais j'ai eu des exemples à un moment donné de gens, parce qu'on dit on ne peut pas vous soigner, quand on faisait croire aux gens que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Voilà, il y a des médecins qui ont prescrit ce remède sonore qui, même si on n'y croit pas ou on en rigole, au moins il n'y a pas d'effet secondaire. Et puis, voilà, il se passe des choses dans l'organisme. Bon, il faut toujours être prudent face à ce genre de choses. Mais quand vous n'avez pas de remède, je veux dire, c'est moins dangereux que le Doliprane. Hein, voilà, c'est ça. Ça n'a pas d'effet secondaire, là. Quand on voit que tout le monde disait non, Doliprane, parce que la chloroquine est dangereux, vous allez simplement sur les sites de l'OMS qui répertorient tous les accidents liés aux médicaments, et vous voyez qu'il y en a 10 fois plus pour le Doliprane que pour l'hydroxychloroquine. On a 62 ans de recul qui a fait des preuves depuis ces chiffres-là. Voilà. Donc, au pire, ça marche pas, mais ça peut pas faire de mal. Et puis, mais aujourd'hui, il y a cet état d'esprit absolument épouvantable. Vous vous dites, mais c'est terrible. Vous donnez de l'espoir aux gens, et ça devient un crime. Mais on marche sur la tête, là. Alors que c'est ça qu'il faut faire. C'est quoi ce truc ? C'est-à-dire, on sait très bien que c'est la peur et le stress qui affaiblissent les défenses immunitaires, qui font qu'on attrape n'importe quel truc qui passe. Mais sinon, mais on dirait vraiment qu'il faut que les gens soient poussés à tomber malades de manière qu'on puisse les soigner. Ça, c'est terrible. Et je suis très, très choqué par cette espèce de pli de pensée aujourd'hui qui s'impose. C'est dangereux de donner de l'espoir, c'est dangereux de vouloir rassurer les gens, c'est dangereux de leur dire que oui, la vie est quand même belle. Ok, bon, jetons-nous tous par les fenêtres et puis ça réglera le problème. Voilà, il vaut mieux tout arrêter alors. Donnons de l'espoir, c'est important. Et avec le fait que vous soyez venu ici, ça donne de l'espoir, ça nous fait chaud au cœur avec ce livre. Et ça me fait plaisir aussi parce que vous êtes, les Marseillais, je dis ça vraiment sans aucune démagogie, vous êtes des anticorps aussi pour la France. On a bien vu cet élan qui a eu... et tout à coup, voilà, c'est symptomatique aussi du mal profond dont souffre notre pays et d'autres pays aussi, hein, de toutes ces structures pyramidales où un message anxiogène est envoyé d'en haut, réparti partout. Et quand tout à coup, il y a un village d'Astérix qui ça nous va bien, résiste, et alors d'abord, on veut lui tomber dessus, sauf que, qui sait qu'il y a la potion magique, c'est le village d'Astérix. Oui. Donc, craignez, Parisiens et autres, parce que... C'est notre barde. Exactement. C'est notre barde. Pour terminer, Didier Van Covelart, L'inconnu du 17 mars, est-ce qu'il va y avoir une suite à ce livre ? Je sais pas, moi, j'avais pas l'impression que l'histoire s'arrêtait quand j'ai fermé ce livre. Je sais pas. Alors là, il faudrait demander à mes personnages, parce que c'est eux qui savent, c'est eux qui, à un moment donné, vont venir me tirer. Pour l'instant ? Par le t-shirt la nuit pour demander un surcroît d'existence. Ils sont pas encore venus vous tirer encore? Non, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je suis. Ça se bouscule. Oui, je suis en train d'écrire autre chose qui n'a rien à voir. Et là, pour l'instant, j'accompagne dans les interviews mes personnages et ce livre, mais je suis pas en train de rêver à la suite. Mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé. Précédemment, Jules, par exemple, je ne pensais pas faire la suite de Jules, et puis un jour, le chien est venu me rechercher, et ça a donné le retour de Jules. Donc, parce que, bon, je ne sais pas vous, mais nous, on a quand même très envie de savoir ce que deviennent nos personnages, ce que devient notre SDF extraordinaire. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je risque un jour de faire la suite. La demande de mes lecteurs, ça c'est le plus beau des cadeaux. Alors je le demande. Le plus beau cadeau, je note. C'est le plus beau cadeau que les prix littéraires qu'on m'a fait
l'honneur de me donner. Mais voilà, cette demande, cette fidélité des lecteurs et cette émulation qui crée en moi aussi, c'est un merveilleux cadeau qui fait que voilà, une part de moi est toujours la même que lorsque j'écrivais mes premiers livres enfants, lorsque j'ai publié à 20 ans. Voilà, heureusement, j'ai vieilli, j'ai évolué, mais cet enthousiasme profond lié à l'acte d'écrire, de partager et d'avoir un retour sur mes personnages, voilà, ça, on peut pas. Pour moi, ce serait indécent de montrer une usure par rapport à ça ou de ne pas être conscient de ce privilège qui est un privilège qui demande de l'effort. Hein, c'est un privilège, mais c'est surtout pour notre plus grand plaisir, Didier Van Covel. Je rappelle le titre. Un plaisir qui revient vers moi après. Un plaisir partagé, en boomerang ensuite. L'inconnu du 17 mars qui part aux éditions Albin Michel. Vous savez, vous pouvez acheter tous les livres sur le site Festival du Livre de Marseille. Vous pouvez également demander des dédicaces. Vous verrez, c'est très simple, c'est très clairement expliqué pour pouvoir l'obtenir. Et ensuite, les livres seront à retirer à la librairie Prado Paradis à partir du 21 décembre. Merci, vous restez avec nous, une fois dédicacé bien sûr. Vous restez avec nous, le Festival du Livre de Marseille continue. On fait une petite pause de 10 minutes.